Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus. Euh, on va essayer de vous, de vous tenir en haleine. On a plusieurs acteurs très intéressants. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites au Clusif sur la sensibilisation et on voulait vous les partager avec vous. On va commencer d'abord par faire une petite présentation du Clusif parce que je pense que tout le monde ne connaît pas, malheureusement, je veux dire. C'est plus de 1000 membres. On a 2 collèges, donc offreurs, utilisateurs, donc avec une répartition entre 45% et 55% d'utilisateurs. Ce qui est important, c'est surtout les groupes de travail et les nombres de réunions. Ça, vous savez sûrement moins, parce que c'est 17 groupes de travail et espaces de travail, 230 réunions par an, donc c'est quand même très actif. Et puis, on fait à peu près une dizaine d'événements par an sur les choses. Et puis, un point que je tiens à souligner, c'est qu'aujourd'hui, le Clusif se veut aussi rassembleur avec les Clusirs. On avait essayé depuis plusieurs années, mais là, on a vraiment maintenant une personne dédiée, puisque c'est aussi 3 permanents au Clusif, et dont une qui va être dédiée pour... 4, pardon, merci, heureusement que j'ai des souffleurs dans la salle. Une personne qui va justement s'occuper de regrouper donc les Clusirs, c'est les Clusifs régionaux. Et l'idée, c'est d'avoir un maillage national avec des données géolocalisées localement. Et européennes aussi, puisqu'il y a un Clusir en Suisse, au Luxembourg et en Belgique, c'est ça? Et Italie, voilà. Donc on commence aussi à avoir un petit maillage européen et à avoir des échanges avec eux qui sont assez intéressants. Je vous parlais des groupes de travail, donc je ne vais pas vous les citer, c'était juste pour que vous ayez une petite présentation. Voilà. Donc c'est très varié, très espace. Un petit point? Oui, vas-y. Oui, une attention particulière dans cette liste d'activités, le panorama de la cybercriminalité, c'est la conférence phare de début d'année du Clusif au mois de janvier, où nous revenons sur tous les incidents de cybersécurité qui se sont produits l'année précédente. Ici, vous avez clairement un très bon outil pour vos actions de sensibilisation et aussi vos analyses de risque, puisqu'on vous donne l'état de la menace et les tendances. En fait, c'était sur le slide d'après. Donc voilà, oui. Donc en fait, la sensibilisation inclusive, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au sein de l'association. Donc Henri parlait du panneau crime. C'est un moment fort où on présente vraiment les menaces. Alors c'est sur des sources ouvertes, mais c'est commenté. Et c'est vraiment un moment important et qui vous aide justement dans vos analyses de risque aussi, et aussi de bien comprendre les nouveaux scénarios d'attaque et les nouvelles menaces qui peuvent arriver sur vos entreprises ou vos organisations plutôt. MIPS aussi, donc c'est aussi une étude qui est faite auprès des membres. Ouais, voilà. Et donc qui donne plus largement. C'est dans un sondage sur un panel par une société de sondage. Voilà. C'est organisé par une société de sondage, donc ça permet de collecter des informations. Ça existe depuis un certain temps maintenant, en plus, donc depuis 10 ans, voilà. Donc du coup, voilà. Autre chose importante, ça sera le 3e cette année, donc ça s'appelle Écran. Donc c'est en fait un exercice de cybercrise que l'on fait donc avec le partenariat avec le Clusir. Donc on fait aussi tout un rétexte pour expliquer ce que c'est un exercice de crise. Et l'idée, c'est de vulgariser ça, d'essayer d'expliquer, de comprendre et l'importance que ça peut avoir. Il y a un GT sensibilisation dont nous avons un membre qui l'exposera tout à l'heure, donc je vais passer rapidement, avec un axe particulier sur les écoles, mais on y reviendra tout à l'heure. On est membre aussi du campus cyber, donc vous avez tous entendu parler. Donc le Clusif se voulait aussi acteur fortement, dont on sera membre du conseil d'administration. On est aussi membre du conseil d'administration de cybermalveillance.gouv.fr, donc ça aussi, avec les actions de sensibilisation, c'est aussi un point très important.
Je ne vais pas détailler l'espace RSSI, je laisserai justement la parole. Un site internet que je vous conseille d'aller voir aussi. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Tous les GT en fait donnent lieu à un livrable que vous pouvez retrouver accessible sur le site. Donc il y a une exclusivité de 6 mois pour les membres et ensuite il est libre de, pas de droit, mais de lecture pour les personnes qui veulent le consulter. Et puis bien sûr, on a parlé des conférences. Et puis, justement, voilà. En fait, la thématique qui vous est proposée aujourd'hui est plus particulièrement liée à l'activité de l'espace RSSI. L'espace RSSI dans le Clusif, c'est une activité qui existe depuis plus de 10 ans. C'est un lieu d'échange en toute confidentialité pour des RSSI, en l'absence d'offreurs. L'objectif étant d'avoir des retours d'expérience en toute transparence, une fois par mois, notre réunion mensuelle, en général le premier vendredi du mois, et l'occasion d'échanger autour de 3 retours d'expérience de RSSI. Nous participons soit en présentiel dans les locaux du Clusif, soit par vidéoconférence. Ça permet de fédérer 200 RSSI et d'ailleurs en dehors de nos réunions mensuelles, nous continuons d'échanger par une messagerie instantanée Chatline. Donc là, c'est vraiment un lieu d'échange interactif. Et d'ailleurs, cette interactivité nous a permis de réagir par rapport à des crises cyber. Vous vous souvenez peut-être de WannaCry ou NotPetya. Lorsque ces crises sont arrivées, on a beaucoup échangé sur les médias de communication de l'espace RSSI pour se donner des informations sur comment traiter la crise alors qu'on avait très peu d'informations du CERT-FR. En résumé, qu'est-ce que c'est l'espace RSSI ? Pour un jeune RSSI, c'est un lieu pour acquérir très vite des compétences, pour aller très vite en montée en régime. Et pour tous les RSSI, c'est une façon d'être plus efficace puisqu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On bénéficie de l'expérience de confrères. Donc l'espace RSSI, c'est un lieu dans lequel nous avons parlé de sensibilisation. Nous avons eu des retours d'expérience. Ça nous a aidé pour préparer cette table ronde. Et puis vous verrez un petit peu plus loin dans notre intervention, nous avons sondé les membres de l'espace RSSI et nous vous donnerons les tendances actuelles pour les actions de sensibilisation. Aujourd'hui, pour cette table ronde, nous avons 4 intervenants. Benoît Fuseau, vice-président du Clusif, Christophe Géraud de Sorégis, et comme on vous l'a dit, il est un représentant du groupe de travail sensibilisation, Nicolas Viard du groupe Danone, et moi-même en tant qu'animateur de l'espace RSSI. Et donc pour commencer cette table ronde, je vais donner la parole à Christophe Giraud pour qu'il nous dise de ce que vous avez échangé dans le GT sensibilisation. Quels sont les contenus, les approches de sensibilisation qui marchent et pour lesquelles vous avez l'adhésion des utilisateurs? Merci Henri. Bonjour à tous. Donc moi, pour me présenter très rapidement, je suis donc RSSI depuis un peu plus d'1 an et demi dans une petite structure de 500 collaborateurs qui n'avait pas de démarche structurée. Donc j'ai débarqué un petit peu là-dedans sans avoir beaucoup de billes. Et l'espace RSSI notamment m'a donné beaucoup d'informations dès le départ. Ça a été très pratique. Alors pour parler sensibilisation et notamment dans le cadre du GT SensNum, on s'est posé pas mal de questions et on a tous échangé sur nos différentes façons de faire. Et la plupart du temps, on a déjà 2 premières approches qui sont la première approche de la problématique de l'interface chaise-clavier. Je pense que vous la connaissez tous, hein, on l'a tous dit à un moment ou à un autre. Ou alors la problématique du premier rempart de la sécurité qu'est l'utilisateur. Finalement, si l'utilisateur ne fait pas ce clic malheureux sur ce lien de phishing ou n'ouvre pas la porte à une personne physique qu'il ne connaît pas, on n'a pas de problème. Donc ça, c'était le premier constat. Et on s'est dit finalement plutôt de partir sur
la notion du premier rempart, elle est plus pertinente que de partir sur la problématique de l'interface qui ne sera jamais résolvable. Et donc, la formation et la sensibilisation, c'est la première étape pour avoir des utilisateurs qui sont pertinents finalement en face de nous. Alors, au démarrage, comme beaucoup de RSSI qui débutent, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup d'idées, et donc on part sur du mail. On se dit finalement, le mail, on a tous l'habitude d'en faire, c'est pratique, c'est facile, ça ne prend pas beaucoup de temps et tout le monde le reçoit. Donc, solution finalement pas si inintéressante que ça. Dans les premiers temps, on accroche l'utilisateur, il regarde, il lit, il s'intéresse. Et puis très vite, on est confronté, alors je dis on, il y aura peut-être des questions ou des remarques, mais on est confronté à un effet que moi j'appelle l'effet poubelle. C'est-à-dire que finalement, oh oui, c'est encore ces histoires de sécurité, il va encore me dire des choses que je ne comprends pas bien, qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et finalement, quelle que soit la forme qu'on peut y mettre, très rapidement, l'utilisateur a tendance à jeter le mail sans même le lire. Si on pouvait mesurer les résultats concrètement de nos publications mail, je pense qu'on serait tous assez déçus. Moi, j'ai pu le constater auprès d'amis dans l'entreprise, en leur en parlant, en disant « Tiens, t'as pensé quoi de la dernière com? Ça se passait comment ?» Ah bah, je ne l'ai pas lu. Voilà. Et pourtant, c'est des gens qui me connaissent, donc ils auraient pu avoir une appétence particulière et ça ne marche pas. Donc, voilà, on oscille entre cette volonté de se dire « Je vais créer une habitude avec les mails. Allez, tous les mois, j'envoie un mail d'information, etc. » Et puis, finalement, cet effet lassitude qui fait qu'on n'a pas d'efficacité. Et puis, il faut bien penser que nos utilisateurs, ils sont ultra stimulés. Ils ont de l'information qui arrive de partout. On a un marché du temps d'attention. Aujourd'hui, on est en concurrence avec Facebook. Finalement, qu'est-ce que je fais? Je regarde le mail du RSSI ou je vais vite fait voir sur Facebook s'il n'y a pas une petite blague qui m'intéresserait. C'est pour ça qu'on les bloque. Voilà, c'est pour ça qu'on les bloque, mais ils ont tous le téléphone portable perso, ils y vont quand même. Et donc, à un moment, on a vraiment cette concurrence qui peut arriver. Et donc, il faut arriver à trouver une solution pour l'intéresser, pour l'attraper et réussir à lui donner de l'information pour éviter, alors je vais toujours prendre un peu cette histoire, mais de ne pas faire ce clic sur ce mail de phishing. Je pense qu'on le redoute aujourd'hui tous plus que le reste. Alors finalement, dans l'espace de SensNum dans lequel je participe, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres solutions que le mail qui permet de faire de la sensibilisation. Aujourd'hui, on a un panel vachement important de solutions techniques, pas techniques, pour pouvoir faire cette sensibilisation. Je prends quelques exemples, mais on a trouvé des escape games, on a trouvé des sensibilisations évidemment au format vidéo, on a trouvé des sensibilisations avec des petites capsules dans lesquelles les personnes mettent une petite information. C'est très très succinct et voilà, ça revient plus souvent, mais on a ce type d'éléments. On a des quiz qu'on peut faire sur Internet, qu'on peut faire en live. Ça peut être aussi des solutions. Moi, je crois beaucoup à la démonstration. Je vais en reparler juste après. En tout cas, ce qui est important finalement, c'est de varier. Varier les contenus, varier les méthodes, varier presque les fréquences, parce que finalement, cette habitude, elle finit par très très vite scléroser l'utilisateur dans j'ai pas trop le temps, je regarde pas. Donc si on arrive à piquer sa curiosité, on va réussir quand même à le réintéresser. Par contre, très clairement, plus ça va et plus les formats sont courts. Plus on arrive sur un format, allez, on va dire entre 3 minutes pour une vidéo maximum. Au-delà de 3 minutes, ça y est, les gens décrochent. Et puis, en présentiel, on peut tenir une demi-heure. Mais la réunion de 2 heures d'informations très, très lourde, etc., finalement, au bout de 10 minutes, les gens sortent le téléphone et regardent à côté. Alors moi, l'expérience que je peux vous proposer de partager, c'est finalement une grosse problématique que j'avais sur les mots de passe. On avait, alors si je repars il y a très 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 longtemps, pas du tout de stratégie de mot de passe. Ensuite, on a imposé quelque chose à l'époque où tout le monde s'est dit « Tiens, on se connecte tous à Internet, ça serait peut-être bien qu'on mette des mots de passe un peu plus sécurisés. » Et puis finalement, les utilisateurs, avec ce temps-là, ils se sont habitués à créer un mot de passe un petit peu tous similaires. Alors, sans dévoiler, mais c'était grosso modo 3 caractères, un caractère spécial et puis une année. Ça faisait 8, ça faisait de la complexité, ça permettait de résoudre la problématique que les informaticiens imposaient de la complexité et une longueur de 8.
Puis finalement, c'était très facile et on se le passait entre collègues. Donc il a fallu que j'arrive à leur démontrer que ce type d'utilisation du mot de passe, cette façon de former un mot de passe et toujours réutiliser la même méthode, ben, ça posait des vrais problèmes. Et donc on a monté une petite démonstration avec les informaticiens où je faisais du Mimikatz en live. Donc je venais casser les mots de passe, je demandais à un utilisateur de rentrer un mot de passe, je capturais l'empreinte, on faisait le Mimikatz derrière et on montrait qu'en gros, en 50 secondes, si on imaginait que le mot de passe, c'était les fameux 3 caractères, un caractère spécial et puis le chiffre, ben, on avait cassé le mot de passe. Et là, tout d'un coup, on obtient l'effet waouh. On obtient l'effet ah ouais, quand même. Il y a vraiment un danger. Je comprends pourquoi maintenant le RSSI il m'embête avec son histoire de mot de passe à 12 caractères, parce qu'effectivement, 8, ça peut paraître effectivement trop faible. Alors, j'ai parlé un petit peu à un moment de la curiosité. C'est un peu la limite de l'exercice. C'est-à-dire que la curiosité, voilà, au bout d'un moment, on a toujours un petit peu de mal à la retrouver. Et puis, on lutte contre cette curiosité. Hein, tous, on se dit, on dit à l'utilisateur, ne clique pas sur le lien que tu ne connais pas, ne va pas voir, etc. Donc moi, j'ai même eu l'effet inverse, hein, c'est-à-dire qu'en donnant des informations de sensibilisation, c'était sur la sensibilisation au phishing, j'ai des gens qui m'ont appelé en me disant, mais je viens de recevoir des mails de phishing, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'était le mail d'information sur la sensibilisation au phishing. Hein, donc on essaye d'utiliser la curiosité, puis finalement, comme on leur tape sur les doigts en disant ne cliquez pas n'importe où, voilà, cette façon de faire peut avoir des fois des limites. Donc ça, c'était le retour d'expérience du GT sensibilisation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que nous ont dit nos RSSI au sein de l'espace RSSI. Ils n'ont pas dit grand-chose. Il faut le temps de trouver le réseau. C'est un phishing. Donc, comme je disais, 200 RSSI dans l'espace RSSI. 92 ont pris le temps de répondre à cette évaluation. Comme vous pouvez voir dans cette première partie de réponse, on a une grande variété d'organisations puisque ça va des entreprises de moins de 1000 employés jusqu'à des structures de plus de 50 000 salariés. Donc une diversité d'activités. Au niveau des secteurs représentés, on a une grande proportion d'entreprises dans le secteur banque, finance, assurance. Suivent ensuite le secteur public, les ministères. Vous avez aussi l'aéronautique, l'automobile, l'industrie, l'énergie, l'informatique, d'autres secteurs d'activité. Quand vous voyez la diversité des secteurs d'activité proposés, on a un panel qui est assez large. Première information intéressante, parmi les répondants, plus de 90%, 91% des répondants ont un programme de sensibilisation en 2021. Quels sont les risques qu'ils souhaitent réduire? Le principal risque qu'ils souhaitent réduire, c'est le phishing. C'est peut-être en lien d'ailleurs avec ce que nous avons constaté dans les retours d'expérience de l'espace RSSI lorsqu'on parle de crise cyber. Bien souvent, la crise cyber, lorsqu'on remonte les vecteurs d'infection, c'est parti d'un mail de phishing. Ensuite, on s'intéresse aux mots de passe faibles, à la perte ou la divulgation de données, à l'infection par code malveillant, l'ingénierie sociale ou la fraude ou les tentatives de fraude. Qu'est-ce qu'on utilise comme support pour la sensibilisation? On reste dans le très classique, l'envoi de mails de sensibilisation. Et comme vient de nous dire Christophe, ça pose question puisque beaucoup d'utilisateurs se disent encore un mail sur de la sensibilisation. Il y a de fortes chances que ce mail ne soit pas lu. Nos utilisateurs ne lisent pas tous les mails. Deuxième vecteur de support de sensibilisation, les campagnes de simulation de phishing. Ça, je pense que c'est assez intéressant. Je n'aurais pas vu avant le sondage une telle proportion sur les campagnes de sensibilisation. Suivent ensuite les
réunions de formation, vidéoconférence. Là, on voit l'influence du télétravail. Juste derrière, la formation en présentiel. Nous avons aussi les articles sur un intranet, les affiches ou les écrans d'information dans les locaux, peut-être aussi de manière surprenante, puisque on a beaucoup de télétravail. On a aussi des formations en ligne d'un éditeur de formation et en parallèle, et même de manière plus importante, les formations en ligne personnalisées. Et puis on a aussi les exercices de crise cyber qui ont une part significative dans ce panel de support de formation. On a entendu parler d'approches qui pouvaient être innovantes, par exemple les escape games. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une faible proportion de ce qui est fait. Ou de la même manière, avoir un message sur l'accueil téléphonique du support informatique pour faire de la sensibilisation, ce n'est pas un support qui est très utilisé, ou la documentation papier. Avec quelle fréquence proposons-nous information type e-learning, vidéoconférence ou présentiel? En fait, c'est pour 24% des répondants une fois par mois, ou pour 34% des répondants une fois par trimestre. Donc on a quand même une assez bonne fréquence, puisque une fois par trimestre, nous sollicitons nos utilisateurs. On rappelle que la cybersécurité est un sujet important. On a vu l'importance du phishing, des simulations de phishing pour sensibiliser, puisque c'est le premier risque que l'on souhaite réduire. Comme vous pouvez le voir ici, pour 27% des répondants, donc ça fait plus de 25%, c'est une simulation de phishing par trimestre. À ça, on peut ajouter une fois par an. Donc ça fait pour 48 répondants, donc environ 50%, on a une simulation une fois par trimestre, voire encore moins, ça peut être moins d'une fois par an. Je reviendrai sur le thème du phishing un petit peu plus loin. En tout cas, en première vue, je vous dirais, en première approche, ce n'est pas suffisant pour faire changer les comportements. C'est juste pour savoir quel est l'état des comportements de nos utilisateurs et peut-être pour constater la misère, si je peux l'appeler comme ça, c'est-à-dire peut-être un taux d'échec de l'ordre de 15%. L'audience ciblée par nos actions de sensibilisation, c'est sans surprise. On adresse tous les utilisateurs d'outils informatiques. Suivent derrière les actions spécifiques pour les nouveaux embauchés, les actions spécifiques pour les administrateurs systèmes et réseaux, ou les actions spécifiques pour la direction. Viennent derrière les développeurs et les détenteurs de données sensibles telles que finances ou ressources humaines. Comment mesurer l'efficacité des actions de sensibilisation? Le taux de participation aux formations en ligne ou aux formations présentielles, le taux d'échec dans les campagnes de phishing ou les résultats des quiz des formations. Ce sont les principaux indicateurs de performance avec derrière le nombre de vrais mails de phishing signalés par les utilisateurs. Est-ce que vous avez rendu une formation à la cybersécurité obligatoire? C'est le cas dans 60% des cas. Est-ce que vous récompensez les utilisateurs? Toujours l'enjeu de la motivation des utilisateurs. Comment on va les emmener dans ces actions de sensibilisation? On a déjà parlé de goodies ou de reconnaissance des utilisateurs par une communication interne. Différentes possibilités. Il reste néanmoins que ce n'est pas une approche qui est utilisée dans la plupart des entreprises, puisque 86% des répondants n'ont pas d'action de récompense. Voilà ce que nous disent les membres de l'espace RSSI qui ont participé à ce sondage. Je vais revenir à la présentation.
et peut-être laisser la parole à Benoît Fuseau. On a vu qu'on cherchait des actions innovantes. Dans les actions innovantes, on pourrait parler de crise cyber, notamment ces écrans. Quel est l'intérêt de ces exercices de crise cyber, Benoît ? Je vais d'abord laisser passer Nicolas, je pense, parce qu'on avait un petit peu changé le truc. On peut aussi passer à Nicolas. Alors, merci de me laisser. Est-ce que ça fonctionne ? Super, merci. Première chose, alors bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être ici. Du coup, je vais retirer mon masque pour que vous voyez sourire. Non pas parce que je suis en train d'étouffer. Bon, comme vous savez, je travaille dans le milieu de l'industrie. Là, aujourd'hui, je vais parler au nom d'Uclusif, mais évidemment, ce seront des exemples de mes vies passées ou de mes différents contacts. Je voulais juste parler d'un sujet un peu différent, c'est la sensibilisation dans le milieu industriel. Là, on parle souvent des phishing, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même pas mal de collaborateurs, quand on est en industrie, qui n'ont pas accès à un ordinateur. Voilà, tout simplement, je veux dire, ils bossent dans d'autres... autrement, je dirais. Ils ne sont pas tous dans des bureaux comme nous. Et quand on travaille, moi j'ai travaillé aussi bien dans des milieux bancaires que dans des milieux industriels. Dans les milieux industriels, il y a une particularité, c'est ce qu'on appelle l'OT, donc je dirais l'informatique industrielle. La particularité dans les industries, c'est que finalement, c'est quelque chose de tangible. À la fin, on va fabriquer quelque chose, ce sera un équipement, ce sera un yaourt par exemple, ou ce sera autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qu'on rencontre dans les usines, elles sont très fières de leur travail. Elles sont très fières de ce qu'elles produisent, parce que, je veux dire, on arrive à le montrer, elles le montrent, et quel que soit le secteur, à chaque fois on a eu cette fierté-là, cette fierté à la fois de l'ingénieur, cette fierté du technicien, etc. Et ce que j'ai constaté pour sensibiliser à la cybersécurité, c'était se mettre aussi à leur place, comprendre évidemment leur métier, et puis dire il faut que ce soit aussi tangible. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas juste basé sur une théorie. Donc ce qu'on a pu faire, et ce que j'ai vu plusieurs fois, c'est des démonstrations de hacking ou de différentes prises de contrôle sur des équipements industriels. Alors sur des PLC ou autres, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui ne sont pas dans le secteur. Et ça, finalement, ça a été une des choses qui a le mieux fonctionné. Parce que si vous vous mettez à la place de ces personnes qui travaillent en usine, qui sont fiers de leur travail, fiers de leur usine, fiers de leur appartenance, si jamais on leur fait cette démonstration-là, ils voient que quelqu'un extérieur pourrait abîmer ce matériel productif. Et il y a un vrai sentiment après, je dirais, d'envie de protéger par cette appartenance. Et ça a été quelque chose qui a très bien fonctionné. Il y a aussi d'autres choses qui ont bien fonctionné, c'est de faire venir des intervenants externes. Quand je parle d'intervenants externes, il y a notamment, pour ceux qui ont des contacts, la DGSI, qui est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui a cette capacité de faire de la sensibilisation de très bon niveau avec des démonstrations, et puis ça fait toujours son effet, je dirais, de dire que des personnes des services secrets viennent présenter quelque chose. Et ensuite, autre chose aussi que j'aimerais juste partager avec vous, ça c'est une histoire qui date de longtemps. Ce qu'on faisait, là c'était, je dirais plus dans des bureaux, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait si jamais il y avait du matériel qui avait été laissé, qui pourrait éventuellement se faire voler, etc., parce qu'il n'est pas attaché, pas sécurisé. Nous, on n'avait pas pris en compte le contexte social de l'époque, avec des réductions du nombre de postes de travail. Et on avait eu la riche idée de coller un post-it dès lors qu'il y avait un poste, un ordinateur qui était resté sans protection. Et dessus, c'était marqué « Attention, ceci pourrait disparaître ». Alors évidemment, ce qui s'est passé après, c'est que les personnes ont récupéré les post-it et ils se les collaient sur leur siège, puisqu'il y avait un plan social. Donc si vous voulez, des fois, il y a des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas tout à fait, donc on a dû plus se protéger, je dirais, de l'effet négatif qu'autre chose. C'était simplement pour
faire une petite anecdote. Voilà. Alors Benoît, crise cyber, quel est l'intérêt de faire un exercice? Donc en fait, oui, je voulais juste revenir sur la crise cyber et on l'a vu, ça devient maintenant un élément important et en fait, au sein du Clusif, on défend aussi quelque chose, mais pas que, hein, faut pas être sectaire. C'est qu'aujourd'hui, les assurances peuvent être aussi un levier pour montrer cet exercice. Que ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fait parler de ces problématiques de cyber et ça met en exergue un certain nombre de dysfonctionnements ou de choses qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, hein, on ne va pas se voiler la face. Hein, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on voit bien, hein, on ne va pas se le cacher, hein, ça ne marche pas, quoi. En fait, que ce qui manque, c'est un manque d'implication, c'est un manque de changement. On parlait de la conduite du changement. Vous avez beau faire toutes les campagnes de phishing, et j'en fais moi-même, hein, du monde, vous avez toujours un mec qui va cliquer. Donc comment on va arriver aujourd'hui à faire changer ça? Donc moi, personnellement, et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'impliquer les gens en faisant des exercices de cyber et de les mettre en situation le plus réelle possible. Et là, on sent déjà qu'il y a déjà une implication qui est faite. C'est pour ça qu'on fait aussi à travers le Clusif cet exercice écran. C'est aussi pour montrer des techniques et comment on réalise cet exercice. C'est pour nous un des vecteurs. Je voulais revenir aussi sur un deuxième phénomène, c'est la mesure de la sensibilisation. C'est un point qui est assez délicat. Je vais vous donner un exemple, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fait des campagnes de phishing et on a vu le taux descendre. Et donc, on s'en réjouit, super, hein, mais c'est pas pour ça qu'on se sent plus protégé. Et donc, cette métrique, elle est très compliquée parce que parce que moi, j'avais même imaginé faire un exercice de faire un permis de navigation. C'est-à-dire que, comme un permis voiture, donc en fait, la personne faisait des erreurs et donc on lui retirait des points. Et pour qu'elle regagne des points, comme au permis de conduire, elle faisait des stages. Voilà, j'avais un peu imaginé ça. Sauf que la problématique, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est que quand vous allez avoir un responsable métier et que vous dites ton collaborateur il va pas travailler pendant une journée, ça passe pas bien au niveau production. Donc c'est pas si simple que ça. Et puis le deuxième effet qui se passe, c'est aussi si tout le monde réussit l'examen ou tout le monde a un bon permis de conduire avec des points, c'est que l'entreprise se sent surprotégée. Et donc ça aussi, c'est une des problématiques que l'on rencontre dans nos organisations, c'est comment avoir la bonne métrique et le bon fonctionnement pour... parce que quand on est dirigeant d'entreprise, ce que l'on veut, c'est des résultats et savoir si ce que j'ai investi, c'est rentable et ça nous a protégés ou pas. Et aujourd'hui, on n'est pas très à l'aise, enfin en tout cas moi, je ne suis pas très à l'aise avec justement ces métriques et comment mesurer. Parce que vous pouvez aussi faire passer des diplômes. Vous pouvez dire aussi, la personne a bien répondu au questionnaire, elle a eu un certain nombre de points, et donc on va la considérer comme, je sais pas, un champion, quelque chose. Enfin, bref. Et donc du coup, si tout le monde arrive à ce niveau, c'est comment vous revalorisez ça, et sinon, comment vous considérez que vous êtes toujours en risque ou pas. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis, le dernier aspect que je voulais aborder avec vous et partager, c'était aussi l'aspect psychologique des choses pour la conduite du changement. Comment intégrer justement cet aspect pourquoi je clique, qu'est-ce qui fait que je clique, quel est le comportement de l'acte en lui-même pour essayer de le faire changer. Donc, l'idée, c'était aussi de travailler, et ça, on ne le fait peut-être pas assez aussi, c'est de travailler justement avec des psychologues, avec des gens qui vont analyser les différents comportements pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour aboutir à ces choses-là. Donc c'est tout ça aussi des axes que l'on travaille aussi avec le GT sensibilisation, dont je suis aussi actif, mais beaucoup moins maintenant. Peut-être pour compléter, Benoît, tu disais on a des enjeux qui sont le temps qu'on peut y consacrer. Tout à fait. La direction ne va pas être prête à laisser 1 heure à chacun des collaborateurs pour aller faire une action de sensibilisation, soit en présentiel, soit en e-learning ou en vidéoconférence. Néanmoins, il faut réussir à motiver les utilisateurs. Ici, on parle de sensibilisation en titre de cette table ronde. En fait, ce qui est important, ce n'est pas la sensibilisation, c'est faire
changer les comportements, faire adopter les bons comportements. Je fais un écho quand même positif, puisque tu disais qu'une action de phishing, de simulation de phishing peut faire réduire le taux de clic. Bien sûr, il y a toujours un clic malheureux et c'est celui que l'on voudrait éviter. Après, on sait bien qu'en cybersécurité, le zéro risque n'existe pas. Par rapport à ces différents enjeux, je pense qu'il est important de revenir très souvent avec des contenus, mais des petits contenus, des contenus de courte durée pour lutter contre la facilité des utilisateurs à oublier la cybersécurité. Alors ça peut être par des actions de sensibilisation avec des mini-vidéos et on peut revenir par exemple une fois par mois avec un nouveau sujet lié à la cybersécurité. Et donc là, le sujet revient régulièrement et on peut même d'ailleurs aborder le sujet phishing pour l'avoir sous un autre angle que la campagne de phishing. Et puis, en parallèle de ce que l'on a vu dans le sondage, beaucoup d'entreprises font des actions de campagne de phishing, mais une fois par trimestre au mieux. Là, comme je disais, c'est pour mesurer le taux d'échec et sans faire changer les comportements. Si on vient avec des contenus, des simulations de phishing, une fois, 2 fois, 3 fois, idéalement 3 fois par mois, auprès des utilisateurs, s'il y a un échec, on leur explique pourquoi ils ont échoué, ou s'ils ont réussi, ou ils ne savent pas trop pourquoi ils ont réussi, leur expliquer pourquoi ce mail de simulation est un mail de simulation de phishing et comment c'est proche de la menace réelle que l'on voit au niveau, par exemple, de nos centres de sécurité opérationnelle, nos SOC. Tout ce qui arrive au fil de l'eau et que les utilisateurs, d'ailleurs, nous signalent de plus en plus parce qu'au travers de la simulation, ils se sont entraînés à utiliser le bouton dans la messagerie pour facilement signaler un mail de phishing. Donc c'est revenir très souvent avec des contenus légers pour engager l'utilisateur. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas assez non plus, c'est que l'on ne va pas avoir assez ces services de communication et de marketing. Qu'est-ce que c'est leur objectif? C'est de vendre. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est vendre, justement. Et c'est vendre notre sécurité, c'est comment l'apporter le mieux possible et se faire accompagner par des gens qui sont spécialisés en communication. Enfin, je sais que Jean-Paul, il nous avait expliqué les actions de sensibilisation avec des choses marquantes. C'était toi qui avais sorti la brosse à dents. Voilà, la brosse à dents, ça ne se partage pas. Voilà, par exemple, des choses qui vont marquer la personne. Et donc, se faire accompagner par des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et je parlais de l'aspect psychologique, justement. C'est qu'est-ce qui va faire que la personne va retenir le message, qu'est-ce qu'elle va en retenir. On a fait tous des actions de sensibilisation en présentiel. Mais qu'est-ce qu'on a en retenu vraiment les gens? Et qu'est-ce qui va faire changer leur comportement? C'est ça qu'on doit mesurer et s'impliquer et bien comprendre la mécanique. Une action de sensibilisation, c'est un projet avec une multitude d'acteurs, ressources humaines, communication, bien sûr équipe cyber, équipe formation, parce que si vous faites une campagne de phishing, très vraisemblablement, comme les utilisateurs ne lisent pas tous leurs mails ou s'empressent de supprimer un mail qui ne les intéresse pas plus que ça, en fait, vous faites une campagne de simulation de phishing, mais vous avez seulement 40% des utilisateurs qui réagissent à cette simulation. Donc là, déjà, vous avez perdu plus de 50% de votre cible. Donc, bien motiver les utilisateurs sur l'action de formation par les ressources humaines, utiliser l'environnement de formation habituel et communiquer. Oui, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'utilise pas assez, c'est l'ego. Voilà, quand je vois qu'il y a 77% de gens qui ne font pas de récompense, je pense que c'est pas la bonne technique. Enfin, selon moi, ça n'engage que moi, mais le fait une récompense, c'est pas quelque chose forcément de financier, d'un cadeau. Moi, je me lutte, et c'est très compliqué parce que les ressources humaines ne sont pas non plus forcément dans cette démarche. Mais par exemple, mettre dans l'entretien annuel avec le manager le comportement cyber qu'a eu le collaborateur,
je ne sais pas moi, s'il a répondu, il a fait 3 signalements dans l'année ou je ne sais pas, que ça soit notifié pendant cet entretien, ça va valoriser le collaborateur et c'est une récompense en soi. Et ça, je pense que ça aussi, c'est des choses qui sont qui sont sous-estimées et qui peuvent apporter vraiment de la valeur. Et c'est pour ça que je parlais de l'aspect psychologique des choses. Et je pense que ça, c'est des axes que l'on doit travailler et partager par rapport à ça. Et moi, je pense on est tous là-dessus. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, sur les campagnes de phishing, ce que je m'amuse à faire, c'est de comparer par service. Et ça, c'est génial. Parce que là, tu as le directeur, quand ça passe en COMEX et qu'ils sont chacun de leur côté avec leurs chiffres, je vous dis, quand il y en a un qui a un taux qui est énorme par rapport aux autres, ça fait un peu jaser, quoi. Donc voilà, je pense que là-dessus, il y a des choses et des mécanismes à faire. Après, il faut s'en méfier. Ça peut avoir aussi des répercussions négatives. Donc, comme le disait Nicolas avec ses post-it, toute action, on peut avoir des conséquences qu'on ne mesure pas. Mais je pense que dans tous les cas, dans ces actions de sensibilisation, l'innovation, l'innovation, la recherche, quand je vous disais de se rapprocher des équipes de marketing qui ont toujours des idées, machin bidule, moi j'ai fait une école de commerce et j'essaye de me souvenir justement de ces cours pour essayer de vendre ma sensibilisation, vendre ma cybersécurité pour que ça soit le mieux apprécié et surtout obtenir des changements. C'est ça mon objectif, c'est obtenir vraiment des changements fondamentaux dans le comportement des personnes. Le temps passe très vite, on va passer à des questions. Oui, pardon. Apparemment, une première question. Lumina à droite. Il y a un aspect que vous n'avez pas abordé, c'est la contextualisation. C'est qu'un message, pour qu'il passe, il faut qu'il soit le plus proche possible de l'utilisateur, de Monsieur Martin ou Madame Michu, comme on parle. Donc lié à un instant T, un comportement, et donc passer le message le plus rapidement possible. Est-ce que c'est des choses que vous avez débattues, vous avez proposé des solutions? Je ne sais pas, on fait régulièrement des audits de robustesse de mots de passe et donc directement communiquer, passer le petit module de 5 minutes vers ceux qui n'auraient pas forcément le mot de passe approprié. On a cliqué sur la mauvaise URL, le proxy renvoie sur le petit module. Le phishing, tout de suite donner aussi le petit module dès que la personne a cliqué. Donc ça nécessite souvent de l'intégration avec nos équipements de sécurité ou d'infrastructures assez plus basiques. Est-ce que c'est des choses que vous avez changées à votre niveau et sur lesquelles vous avez proposé des choses? Alors, je pense qu'il y a un point effectivement qui est intéressant dans cet aspect-là, c'est de dire effectivement je vais traiter au plus près à la personne. Il y a une problématique quand même, c'est que tout d'un coup on va rendre très nominatif la problématique et donc on va avoir rapidement un problème de représentativité du personnel qui va dire mais attendez, vous ne pouvez pas stigmatiser Madame Michu parce qu'elle a cliqué. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, etc. Donc on a quand même une problématique à un moment du traitement de la personne qui fait que ce n'est pas forcément évident d'aller traiter. Voilà. Et puis on ne peut pas se démultiplier, donc le contenu doit toujours être malgré tout relativement générique pour pouvoir être adapté à beaucoup de monde. Alors on n'a pas forcément été très très loin sur le sujet. Ce qu'on dit sur les campagnes de sensibilisation au phishing, par exemple, c'est que la personne clique et par rapport au contenu, elle va avoir un message qui sera spécifique. Elle a cliqué parce qu'elle a eu peur. C'était une contravention, c'était un sujet qui lui a fait peur. Et donc, on a joué sur la peur. On va avoir une sensibilisation spécifique là-dessus. Mais après, aller beaucoup plus loin sur le contenu ou beaucoup plus loin sur l'accompagnement devient vite difficile. Ou la contextualisation, on va l'avoir pour des sujets particuliers. S'il s'agit de données sensibles, on va adresser des populations telles que les ressources humaines ou la finance, et là, leur faire des actions de sensibilisation spécifiques sur, par exemple, la classification et la protection de données. Et si je peux ajouter quelque chose, comme vous savez, des sociétés proposent d'aller de ce qu'ils appellent le dark web et différents sujets. Il y a de temps en temps des fuites de données dedans, et qui peuvent être soit des données de votre entreprise, soit souvent des credentials, comme dirait M. Poupard. Le truc, c'est qu'après,
en contactant la personne, en lui disant il y a votre email et votre identifiant qui se retrouvent sur ces réseaux-là, ça le sensibilise aussi. Et ça le sensibilise de façon très ciblée. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup d'écho, sachant que dès qu'il y a une fuite de données, comme on les voit dernièrement, il y a quand même matière à sensibiliser. Une autre question? Alors, ça ne va pas être une question, mais peut-être plus un partage d'expérience sur la contextualisation. Donc, moi, je travaille chez Cagip, production informatique du Crédit Agricole. Et en fait, on a mis en place des campagnes de phishing nivelées. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs niveaux de difficulté du phishing et on va s'inspirer évidemment de la veille informationnelle et de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte cyber. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord envoyer une première vague de campagnes de phishing pour déterminer le niveau de base en fait, du collaborateur, savoir à quel type de scénario est-ce qu'il va cliquer ou pas. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans une démarche progressive. On va renvoyer ensuite un mail. Par exemple, si le collaborateur avant avait cliqué sur un niveau 2, on va lui renvoyer un mail de niveau 2. Si ça fonctionne et qu'il ne clique pas, on renverra un mail de niveau 3. Si ça ne fonctionne pas, il passe sur un système de sensibilisation. Et donc, on est vraiment dans une démarche de progression, de contextualisation du coup, parce que pour le coup, on va s'inspirer de l'ARH, on va s'inspirer de tout ce qui se passe aujourd'hui et des vraies problématiques qu'on a autour du phishing. Donc voilà, c'était juste pour partager ce nivellement qui peut être intéressant et qui peut être une piste de réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sais pas, ça marche pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous savez, aujourd'hui, on triche. Enfin, moi, je le vois bien. Pour choisir les sujets de phishing, on liste tout. Mais vous mettez sextape avec votre patron, machin bidule, vous allez voir n'importe qui va cliquer. Et c'est ça aussi le problème. Je sais pas dans quelle entreprise tu travailles. Où vous mettez grille de salaire, vous allez voir. Mais ça, vous pouvez pas le faire. Enfin, c'est déontologiquement, on peut pas le faire. Voilà, on a soit la com, soit la direction qui vous dit non, ça c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder. Tant pis, moi, déontologiquement, je l'ai fait. J'ai mis des clés USB piégées que j'ai laissé traîner avec marqué grille de salaire complète, etc., avec des macros activables. Et voilà, on attend les résultats puisque ça a commencé lundi, mais voilà, j'ai été jusqu'au bout, j'ai dit tant pis, on verra bien. L'idée, c'est pas d'aller engueuler à la personne, par contre, c'est vraiment de lui dire attention, quoi. C'est pas parce que le sujet a l'air intéressant qu'il faut y aller, quoi. Une dernière question, très vite. Oui, bonsoir à tous. Ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est que on voit bien que ce n'est pas les moyens qui manquent. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que la panoplie, le catalogue, il est vraiment disponible. Comme ça vient d'être dit, on peut même engager des vraies stratégies je dirais quasiment multiservices, en mixant les approches, etc. Deux petits compléments. Tout ce qui a été dit, il y a une dimension psychologique. Enfin, peut-être ce qu'on vient de dire, qui est même d'ailleurs plus que de la psychologie, c'est de la sociopsychologie en fait, et qui est le cœur de tout ce qu'on dit là. Mais deux petits points, vous ne répondez pas néanmoins à la question du pourquoi on le fait. On se focalise aujourd'hui sur le phishing parce que c'est le nerf de la guerre pour éviter le clic malheureux, et on dit bon, c'est là où on met le paquet, et aujourd'hui, bonne nouvelle, on sait le faire. Il me manque un petit peu des éléments économiques. Tout ça coûte de l'argent. Moi, j'aime beaucoup regarder que coûte la partie acculturation d'une entreprise sur les questions de cybersécurité. Je pense que c'est la clé. Moi, j'ai un chiffre que je vous livre. Pour moi, c'est 1 euro par personne. On peut faire 1 euro par personne de très belles choses en cybersécurité. Peut-être pas dans les toutes petites structures de 500 à 1000 personnes. Je pense qu'avec 1000 euros, on ne va pas faire grand-chose. Mais on peut atteindre entre 1 et 10 euros, pour être gentil, et c'est rien du tout. C'est rien. Mais c'est là où on va mutualiser au niveau de l'espace RSSI. Absolument. On va partager Exactement. des kits de sensibilisation, puisque un phishing, c'est un phishing, quelle que soit l'organisation. Il n'y a pas besoin de contexte de contextualisation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être en effet aujourd'hui capitalisées, et notamment la philosophie. Moi, vraiment pour terminer, parce que je l'utilise beaucoup, Benjamin Franklin, c'était pas hier,
il a dit une citation que j'utilise tout le temps. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Merci. Ça sera le mot de conclusion. Juste quelques informations pour vous dire que nous sommes dans l'esprit d'échange occlusif. Donc, on serait très heureux de vous retrouver le 28 octobre pour la prochaine conférence du Clusif. Une conférence en présentiel sur le thème cybersécurité agile et SI dématérialisé. Non, moi j'ai une dernière. Ah. Non, je voudrais juste vous dire quelque chose. Ici, on est tous impliqués et il y a quelque chose qu'on ne fait pas. D'accord ? Moi, que j'ai entamé aussi comme démarche. On a monté aussi ce GT de sensibilisation, c'est pour ça. C'est qu'on doit tous être acteurs. Et pour être acteurs et qu'on ne veut pas arriver à des niveaux comme ça, etc., et changer la maturité, c'est que je vous incite tous à donner des cours ou à aller dans les écoles. Aujourd'hui, on essaye tous à notre niveau, et il faut qu'on prenne tous notre bâton de pèlerin pour aller porter cette parole, mais aux jeunes, pour que quand ils arrivent dans les écoles, ils aient déjà un peu ce niveau de maturité qu'aujourd'hui on ne retrouve pas, quoi. Ouais, mais c'est encore trop faible. Non, mais ça commence, mais c'est trop faible. C'est trop faible pour moi. 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 C'est trop faible pour moi.